Voilà, je pense que nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce Facebook Live Maradona, le peuple dans le sang, organisé par l'association culturelle Joseph Jacquemotte, avec le soutien de Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Xavier Dupré, qui est économiste à la CJJ et spécialiste de l'Amérique du Sud. Et nous excusons Jean-Michel Dewaal, qui ne pourra pas être des nôtres ce soir. Alors, le 25 novembre, nous apprenions la disparition de Diego Maradona, footballeur de génie au palmarès impressionnant. On peut citer entre autres champion d'Argentine, double champion d'Italie, vainqueur de la Coupe d'Espagne, vainqueur de la Coupe d'Italie, vainqueur de la Coupe UEFA, champion du monde. Maradona, c'est 589 matchs professionnels en club, 310 buts, 115 matchs en équipe nationale argentine, 47 buts. Mais derrière le joueur, il y avait aussi un homme aux zones d'ombre et aux multiples excès, dont la presse a régulièrement fait ses choux gras. Maradona, c'était aussi une icône populaire et une figure engagée qui dénonçait la FIFA corrompue ou l'impérialisme américain et apportait son soutien aux révolutions populaires d'Amérique latine. Pour autant, le parcours politique de l'homme n'était pas exempt de contradictions. Et c'est tout cela que nous allons passer en revue ce soir. Au cours d'une discussion, nous allons essayer d'agrémenter avec quelques images d'archives. Vous avez la possibilité de participer au débat dans le fil de la discussion du Facebook Live. Et je remercie d'ailleurs notre ami Maxime Ramirez qui recueillera et nous transmettra vos questions. Xavier, je te propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des origines de Maradona et de leurs influences sur sa construction personnelle? Alors Maradona, il est né en fait à Lanús officiellement, c'est-à-dire c'était la clinique, la maternité, mais il a grandi et il est originaire de Bichafiorito, dans le partido de Lomas de Zamora, oui c'est lui, dans le sud, oui, on voit clairement, oui, c'est le potrero de Lomas de Zamora, Bichafiorito, qui est un bidonville qui, lorsque Maradona naît, est déjà un problème d'urbanisme en Argentine, dans cette partie-là de la ville, depuis 15 ans. Le bidonville existe toujours 60 ans plus tard. Voilà. Donc ça situe, ça fait partie du paysage. C'est ce qu'on appelle en Argentine, en fait, le bidonville, c'est Villa Miseria, c'est la cité de la misère. Maradona naît là-bas. Alors c'est très particulier parce que naître dans le sud de Buenos Aires, du Grand Buenos Aires, el conurbano, l'agglomération porteñe, en fait, dans cette zone sud, c'est de là que sont partis les descamisados qui ont porté Perón au pouvoir en 1945. Donc Maradona naît dans un environnement, il grandit dans un environnement fondamentalement péroniste. Alors du point de vue du football et de la relation entre le football et la politique dans cette zone, en fait, on trouve 3 clubs à ancrage péroniste et populaire fort dans le sud de Buenos Aires. Il y a l'immense et irremplaçable Boca Juniors, l'Independiente, qui est aujourd'hui dirigé par le président du syndicat des camionneurs, et le Racing d'Avellaneda, Racing Club, dont le stade se nomme Estadio Juan Domingo Perón. On pouvait difficilement faire plus explicite. Donc Maradona naît dans un environnement qui est marqué par la présence du péronisme, et du point de vue de la cohérence politique, je crois qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer l'incohérence de Maradona. Elle est très particulière, elle est très connectée à ses racines argentines. La vie politique argentine, à partir de l'avènement du péronisme, c'est-à-dire le moment où Perón devient ministre du Travail en 1943, n'est pas subdivisée selon un axe droite-gauche. Elle est subdivisée selon un axe haut-bas. La société d'en bas, laquelle appartient à Maradona et ô combien, est péroniste. La société d'en haut, des classes moyennes, des cadres, des gens cultivés, votent pour l'autre parti, le parti radical. Et on peut très bien trouver des gens qui sont en haut, issus d'un milieu bourgeois, et ont reçu une formation bourgeoise et qui ont plutôt des idées de gauche. C'était notamment le cas de l'ancien président radical Alfonsine. Et on trouve des gens qui viennent d'en bas et qui ont plutôt des idées de droite.
C'était le curseur de la vie politique argentine de 1943, je dirais, à 2003. Depuis, on assiste à quelque chose qui se traduit dans les engagements de Maradona et la manière dont il a mis au service d'un certain nombre de causes son immense notoriété et sa figure de légende. C'est que progressivement en Argentine, on a assisté au cours des dernières années à un éclatement des deux grandes familles traditionnelles, les radicaux et les péronistes, selon un axe droite-gauche. Et aujourd'hui, on voit clairement que l'essentiel de l'ancien parti justicialiste, donc les péronistes, forment l'essentiel du centre-gauche, jusqu'à la gauche même un peu plus radicale, à travers le Frente para Todos, qui est aujourd'hui au pouvoir. Et de l'autre côté, on retrouve certains péronistes et certains radicaux qui se sont alliés à la droite conservatrice. Mais il y a des radicaux, des communistes qui sont proches du Frente para Todos. Il y a une espèce d'alignement de la politique argentine sur ce qui existe un peu partout ailleurs. Alors vraisemblablement, il faudrait avoir, pour le comprendre, en tout cas le décrire, en tout cas poser une hypothèse, sans doute se référer aux catégories de Max Weber. Perón a été une espèce de grand leader charismatique, et comme De Gaulle, par exemple. C'est le De Gaulle de l'Amérique du Sud. Et après sa mort, eh bien, le mouvement qu'il a créé et qui prétendait transcender les oppositions de classe, les conflits de répartition au nom d'un certain nationalisme, eh bien, son mouvement finit par s'aligner sur le régime normal de ce qu'est la vie politique. Donc, tant et si bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus tellement caractériser les péronistes argentins en fonction des racines de leur mouvement. On est dans du post-péronisme depuis la mort de Perón. On n'est même pas dans du néo-péronisme. Et on s'est aligné sur ce qu'était la gauche. Ils se sont progressivement identifiés au centre-gauche et à la gauche. Ils représentent les milieux populaires. Et Maradona, finalement, et se sont alliés, évidemment, avec d'autres gouvernements en rupture avec le consensus de Washington à partir du début des années 2000, fin des années 90. Et Maradona a suivi cette trajectoire-là. Elle n'avait rien gagné 20 ans auparavant. Maradona, en bon péroniste, soutenait Carlos Menem, qui a mené une politique libérale qui a d'ailleurs été continuée par l'alliance qui s'était regroupée autour des radicaux entre 1999 et 2001. Alors, on peut toujours discuter sur la cohérence, mais tout le monde était incohérent parce que l'axe droite-gauche n'était pas structurant dans l'imaginaire politique argentin. Et donc, sur ces origines marquent clairement une adhésion au péronisme, au monde populaire, au populisme idéologique, avec une proximité avec le monde ouvrier, et dans son cas particulier, une connexion qu'il vivait de l'intérieur entre le football et la politique, parce qu'il est de la zone sud et qu'il ne pouvait s'identifier qu'à 3 clubs, qui étaient 3 clubs péronistes à ancrage politique profondément marqué. Je rappelle quand même que durant la dictature de Videla, entre 76 et 83, on a chanté un chant prohibé en Argentine dans le stade du Boca, la Bombonera, ou dans le stade du Racing aussi, El Cilindro, qui était la marche péroniste. C'était un acte de défiance. Enfin, je veux dire, c'était des hommes qui étaient sans armes face à une armée et qui chantaient un chant d'espérance. Voilà, c'est l'univers mental de Maradona. Il ne va jamais le quitter. Et toute sa vie, il sera péroniste. C'était une évidence. Il était de Bichafiorito. Alors, il faut se rendre compte aussi que ça implique quelque chose. La société argentine a des clivages sociaux qui sont en partie des clivages raciaux. Maradona appartient à ce peuple que l'on désignait comme étant les cabecitas negras, les petites têtes noires. Il avait sans doute un grand-père italien, Maradona, mais qui est allé se perdre dans l'Entre Ríos et qui s'est métissé avec des gens qui avaient des origines amérindiennes, évidentes. Et donc, il se sentait aussi en opposition à l'establishment. Et sans doute, contrairement à beaucoup de joueurs de football, en Amérique latine, beaucoup de joueurs de footballeurs viennent du bidonville. Il était fier de ses origines. Il n'avait pas envie de s'assimiler à la bourgeoisie, comme l'a fait Pelé, comme l'ont fait Ronaldo ou Romario au Brésil. Il n'avait pas envie de s'assimiler à la bourgeoisie. Il était fier d'être un joueur du Boca, né dans un bidonville,
Un stade où on chantait la marcha peronista et où on était entre cabecitas negras pour être sans doute une équipe de légende encore aujourd'hui. Voilà, ça ce sont ses origines. Et sportivement, hein, tu as parlé du Boca, c'est vraiment là qu'il a commencé à exploser, avec un championnat gagné, non? Oui. Alors, Maradona n'explose pas. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, Maradona est repéré sur le Potrero. Aujourd'hui, ça existe un peu moins. Ce sont des terrains vagues sur lesquels on joue au football et où on peut se faire très mal. Et le but du jeu, quand on est plus petit, ben, on parie sur celui qui va dribbler un autre. Et quand on est plus petit, il faut être très habile face à des gens qui peuvent vous casser la jambe. Et Maradona va être repéré par un club qui est très particulier, l'Argentinos Juniors, El Bicho Colorado, parce qu'ils jouent tous en rouge. Et dont le stade s'est appelé, avant s'appelait Diego Armando Maradona, s'appelait Los Martires de Chicago, qui étaient les martyrs de Chicago, ceux que l'on fête le 1er mai. C'était un club plutôt de gauche. Alors, je te parlerai de ce qu'était la gauche en Argentine. Mais donc, il est repéré par ces gens. Il a 16 ans. Il commence comme professionnel. On était professionnalisé assez tôt à l'époque. Mais lors de sa première année, il est déjà meilleur buteur du championnat d'Argentine et c'est un phénomène. Donc, il a déjà explosé. Et puis, il y aura le titre de champion. Il va le gagner avec le Boca. Et il restera peu au Boca, finalement. Parce que tout de suite après, c'est l'aventure de Barcelone. Alors, ah oui, non, je ne sais pas si les gens voient cette image, mais c'est Normalement, oui. C'est un des plus beaux maillots au monde. C'est l'équipe du peuple. C'est le Boca Juniors. Mais si tu veux, là où Maradona a pris son métier de footballeur, l'Argentinos Juniors s'était fait une spécialité de repérer des jeunes dans les quartiers populaires et de les former. L'Argentinos Juniors a formé notamment par la suite Juan Román Riquelme, Sergio Batista, des noms de légende du football argentin. Je me demande s'ils n'ont pas. Oui, Redondo, ils ont formé Redondo. Donc voilà, c'est vraiment un club qui avait cette spécialité-là. Et Maradona, dit-on, ça fait partie de la légende, aurait refusé d'aller jouer au River Plate. Il ne pouvait jouer que pour les types qu'il avait sortis du ruisseau ou pour le Boca Juniors ou ailleurs. Il y avait une identification au Boca qu'on ne retrouve plus, qu'on retrouve moins aujourd'hui. Les valeurs sociopolitiques se sont relativement effacées du football argentin au détriment d'aspects de marchandisation et de contrats et d'agents de joueurs qui choisissent à la limite le club pour le joueur. À l'époque, c'était très différent. Être du Boca, c'était revendiquer une identité, c'était tout dire. Voir des Argentins de cette génération qui ont l'écusson du Boca Juniors tatoué sur l'épaule, on peut déjà en déduire tout un univers de signification. Le type est plutôt proche des péronistes, des milieux populaires, du centre-gauche ou de la gauche, et puis il a aussi des sympathies pour un certain nombre de mouvements sociaux, il est sans doute syndiqué. Tout ça peut commencer à se voir à partir de là. C'est assez particulier, c'est toute une identité sociopolitique à partir d'un club. Bien, bien. Sportivement, toujours, la saison 82 est marquée par la victoire au championnat d'Argentine, mais un parcours très, très mauvais finalement à la Coupe du Monde, avec déjà un premier incident, une expulsion pour une bagarre avec Batista du Brésil. Un peu trop sanguin sur le terrain, Maradona? Sans doute, oui, mais c'est sans doute pas le seul joueur sud-américain à avoir manifesté dans sa vie des excès de tempérament. Mais c'est vrai, ça faisait partie. Alors, je crois franchement que 82, c'est une date très particulière pour Maradona. Ce mondial se passe dans des conditions. Si on veut faire un peu de sociologie malgré tout du sport là-dedans, il faut quand même essayer de comprendre ce qu'est un système et un code, le système tactique, le codage du sport dont on parle. En Argentine, on ne joue pas au football comme en Italie à l'époque ou en Angleterre au 4-4-2, avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 attaquants. Et c'est les 2 attaquants qui font l'appel de balle. Ça ne fonctionne pas comme ça en Argentine. On joue sur un système qui est un 4-1-2-1-2.
qui permet d'occuper le terrain, d'aller vers l'avant. Et en fait, Maradona jouait dans la position du numéro 10. Il est juste derrière les deux attaquants. Il est ce qu'on appelle en anglais un playmaker. Il fait jouer tout le monde. Et il va au but, il distribue des passes. Et toute son alimentation en ballon repose sur le numéro 5. Il est en position d'enganche. En 82, on est en pleine dictature qu'il vomit, étant péroniste, et il dépend pour son alimentation de Daniel Passarella, fils de militaire, joueur du River Plate, le club ennemi du Boca. Et sociologiquement, ça veut dire beaucoup de choses. Et ce n'est pas un hasard si les joueurs du Boca n'aimaient pas. Le gouvernement et les joueurs du River Plate étaient plutôt des soutiens de ce gouvernement, de ce régime en fait, dictatorial, dictature fasciste. Et donc l'entente est très mauvaise. Les prestations se ressentent sur le terrain. Et un jour, il y a un joueur brésilien, parce que c'est un derby, ce n'est pas n'importe quel match, qui en fera un peu les frais. Maradona, attention tout de même, n'a pas été qu'un agresseur. Il a été plus souvent agressé qu'agresseur sur un terrain de foot. On aura l'occasion d'en parler bien sûr, oui, surtout après, en fait, parce qu'on a eu déjà en 82 avec le transfert à Barcelone, la première expérience en Europe. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais par rapport à ce que viendra la suite de sa carrière, on peut dire que sportivement, le passage au Barça n'est pas une grande réussite. On lui reproche aussi une vie dissolue avec les sorties en boîte de nuit, la découverte de la cocaïne. Est-ce que tu vois une autre explication à ce bilan sportif un peu mitigé? C'est-à-dire que l'ensemble des facteurs qui sont cités ici et qui ont posé problème au Barça, c'est une partie de l'explication. Il est effectivement vrai qu'il va découvrir la cocaïne au Barça, mais Maradona vient d'un quartier où on vend de la drogue depuis longtemps. Je veux dire, Maradona se vantait à 18 ans, en 1978, en pleine dictature militaire, ce n'est pas un hasard, d'avoir acheté sa première vraie paire de belles chaussures, des Adidas, en vendant de la marijuana. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On peut supposer qu'il avait quand même des amis qui devaient trader là-dedans. C'est plutôt le genre de quartier. Je veux dire, Maradona est mort à 60 ans. Il faut toujours se rendre compte que beaucoup de gens qu'il a croisés dans son enfance sont morts bien avant. C'est un vieillard pour un fils du bidonville. Donc Maradona, oui, donc il découvre la drogue. Alors, sportivement, les 3 saisons qui passent à Barcelone ne sont pas très bonnes. Cela dit, il a quand même été meilleur joueur du championnat d'Espagne en 85. Mais ce qui était intéressant sur Maradona à l'époque, je crois que il y a d'abord, je crois qu'il y a vraiment 2 saisons qui étaient plutôt bien parties et qui ont été entachées de gros problèmes de santé. En 1982, Maradona contracte une hépatite. Le club n'a jamais beaucoup communiqué sur les origines de cette maladie. On pense qu'il pourrait s'agir soit d'un rapport sexuel non protégé, soit d'une injection. Ce serait injecté de la cocaïne. L'homme n'était pas très prudent. Là aussi, Maradona aurait pu mourir bien avant ses 60 ans. Il est passé à travers beaucoup de mailles, il est passé à travers beaucoup de choses. Mais donc, sportivement, ce n'est plus... Alors, il y a l'hépatite en 82, et puis en 83, la saison est bonne, mais il se trouve qu'à un moment donné, il rencontre Anthony Gocochea, qui joue dans le club qui concurrence le Barça à l'époque. Qui est champion sortant, d'ailleurs, je pense. L'Athletic Bilbao. Et là, c'est une terrible blessure qui va éloigner Maradona 3 mois et demi des terrains. L'année d'avant, c'était 6 mois avec l'hépatite. Il n'a jamais pu véritablement, pour des raisons de santé, aller jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire et de ce qu'il a montré par la suite. Et en 85, je ne sais pas si tu as des images. Oui, justement. Il y a quand même la bagarre générale. Juste avant, il y a ce fameux but en finale de la Coupe du Roi, justement, contre le Real. Je vais peut-être te laisser le commenter. Oula, vas-y, parce que... Alors, si ça veut bien fonctionner, voilà. Ouais, il y a le contrôle de balle, puis c'est Maradona, on avance par petites passes.
Et là, le but est grand ouvert. Le but est grand ouvert, et puis voilà, on a envie de remontrer qu'on est un grand dribbleur, et puis on contourne le tacle du joueur adverse. Il y a une volonté, c'est typiquement argentin aussi, d'humilier l'adversaire sur presque une touche de balle. Et puis, il joue face au Real, donc il est dans l'état d'esprit de... C'est comme si c'était un Boca River, il ne faut pas seulement gagner, il ne faut pas seulement être brillant, il faut être étincelant, il faut les humilier, c'est l'ennemi. Il est dans une philosophie où le football est une forme de guerre, une guerre sociale. Mais c'est vrai que les années au Barça sont compliquées pour Maradona. Parce qu'en fait, il va passer d'un système sociologique dans lequel le football s'inscrit comme activité économique d'une société où les rapports sociaux, les rapports salariaux, les rapports économiques sont très informels. Beaucoup de travail au noir. Et là où est né Maradona, tout le monde travaille au noir. Personne n'a un emploi déclaré. Et ce qu'il vit au Boca et à l'Argentinos Juniors, c'est que ce qu'il y a sur le contrat, on peut quand même avoir un peu plus si on est très bon en dessous de la table. Si on est très mauvais, on aura beaucoup moins. Et comme il est très bon, il est habitué à avoir plus. Et il ne faut pas négocier. Ça fait partie du jeu. Les droits d'image ne font pas l'objet de contrats. Et puis il découvre ce Barça où il faut passer avec beaucoup d'avocats, avec des agents qui doivent être eux-mêmes appointés par le club, reconnus par le club, donc pas des gens de sa famille, de sa tribu. C'est un fonctionnement social qu'il ne comprend pas, qui le rebute. À la limite, je crois qu'à un moment donné, il a dû dire qu'au Barça, il fallait être l'employé du mois et que c'était presque déjà une forme de fonctionnariat du football. Et tant et si bien qu'au cours de la saison en 1985, il est déjà parti parce qu'il sait qu'il y a 9 millions de dollars qui l'attendent à Naples. Et il y a beaucoup d'agents argentins qui tournent autour de Naples, il y a de grosses ambitions. Et effectivement, là, il sait et c'est ce qui va se passer pendant toute la suite de sa carrière, et ça va le poursuivre, et ça va être horrible pour lui. On ne négocie pas les contrats. On négocie en dessous de la table ce qui est écrit sur un contrat et qui est éventuellement renseigné au fisc est une abstraction, une indication. Là, il se sent déjà dans un climat qui est finalement beaucoup plus proche du fonctionnement du football argentin en réalité. Mais oui, donc c'est vrai que l'événement marquant de Maradona, ce sera cette blessure en 83. Je ne sais pas si tu as des images de ça, en fait. Oui, j'ai pas la vidéo de la blessure, on va pas de la faute et de la blessure, on va pas la montrer. Mais quelques mois après, il se fait qu'il a retrouvé son bourreau, hein, Goicoechea, en finale de la Coupe du Roi, hein, de nouveau, cette fois-ci donc contre l'Atlético Bilbao. Et voilà, c'est sur cette note-là, donc une bagarre générale, qui va quitter le Barça. J'ai quand même montré les images, même si on n'aime pas beaucoup les voir. Mais... Il n'y a pas eu mort d'homme. Voilà. C'est quand même pas joli. Oui, enfin, on va pas. Je tiens quand même à préciser qu'il n'y a aucun joueur qui, à la suite de cette altercation, n'a vu sa carrière aussi compliquée que ce qui avait été le cas de Maradona quand il avait été accroché par Goicoechea, qui était un véritable attentat. Pardon, c'est moi. Voilà. Mais c'était, oui, donc voilà, il quitte Barcelone fâché. Il n'aime pas cette grande entreprise où il faut être l'employé du mois. Il rejoint un club où on discute déjà de dessous de table, de droits d'image qui se négocieront au marché noir. Donc les ventes de t-shirts Maradona se font au marché noir. Il n'y a pas d'homologation. Il se sent chez lui. Première saison n'est pas décevante, contrairement à ce qu'on dit. Il faut savoir qu'en réalité, Corrado Ferleno, qui était le nouveau président. En fait, Naples est une institution du football italien qui régulièrement, parce que c'est le sud de l'Italie, c'est beaucoup plus pauvre que Milan ou que Turin. Régulièrement, il y a des problèmes de trésorerie dans le club, puis des problèmes de solvabilité. Et il faut que quelqu'un reprenne le club et le relance. Ça arrive à plusieurs reprises. Et en 1984-85, Corrado Ferleno, qui est un homme d'affaires napolitain, reprend le grand club et à l'époque, il met 9 millions de dollars sur Maradona. Il faut quand même savoir qu'au cours des dernières années, Naples avait lutté pour sa survie, pour le maintien en Serie A. Et avec Maradona, ils sont au milieu de classement.
Maradona est dans les meilleurs buteurs du championnat. Et c'était toute l'idée de Corrado Ferleno. C'est avec ce genre de joueurs et cette amélioration sensible des performances, on va pouvoir attirer d'autres grands joueurs. Donc là, il y a tout un mythe de Maradona dépositaire du jeu parce qu'il n'y a pas la pression à Naples, contrairement à Barcelone. Maradona est le dépositaire du jeu, mais il n'est pas tout seul à jouer. Il doit faire face à de la concurrence. Et alors, il y a quand même de très grands noms qui arrivent à Naples sous Corrado Ferleno, avec le fait que Maradona fait venir des contrats, des sponsors qui rendent possible le fait de passer des contrats avec des grands joueurs. Je veux dire, il y a eu Giordano, Carnevale, Ferrara, Careca, Alemão. Je veux dire, l'équipe de 88-89, c'est surtout là. Enfin, moi, j'ai découvert Maradona en 86. Pour l'anecdote, d'ailleurs, mon père était français, donc à l'époque, mon idole, c'était Platini. Donc, j'ai découvert. C'est surtout Maradona en Coupe de l'UEFA 88-89, où c'est pas lui qui met les buts. C'est Careca, c'est Alemão, il fait jouer tout le monde, il distribue. Mais il y a de la concurrence, il doit s'affirmer. Mais c'est vrai qu'il a lancé, il a permis, en signant à Naples, de débloquer des fonds qui ont créé une grosse machine sportive. Je veux dire, si on avait eu le format en 88-89 de la Champions League, puisque l'année d'avant, ils étaient vice-champions, et donc c'est pour ça qu'ils jouent la Coupe de l'UEFA. Aujourd'hui, ils auraient joué la Champions League. Quand je vois ce qu'était le niveau de la Coupe des clubs champions en 88-89, je pense que franchement, il n'y a pas photo. Naples était une meilleure équipe que Marseille. Ils auraient pu vraiment. C'était vraiment la plus belle équipe d'Europe en 88-89, avec une très belle complémentarité, Careca, Carnevale et Maradona. Vraiment une très, très, très belle équipe. C'est sans doute la plus. Je ne sais pas si on aura un jour une aussi belle équipe à Naples, mais en tout cas, le coup de pub, avoir centré toute la communication du club sur Maradona, ça fonctionnait. Évidemment, on parlait des contradictions de Maradona. Je pense qu'à Naples, elles se sont pleinement révélées. Ça, c'est une évidence. Justement, si on revient en 86, c'est quand même l'année où Guillermo Coppola devient son agent et l'introduit dans le milieu du show business. On lui prête aussi des liens à cette époque-là avec la Camorra, la mafia napolitaine, qui le fournit en drogue et en prostituées. Voilà, c'est autre chose que Barcelone. Ah, mais ça, c'est bien ce que je t'ai expliqué. Ouais. Il est en Argentine. Son agent est argentin. Le club fonctionne avec un fonctionnement semi-mafieux. Il y a beaucoup d'argent noir. On ne sait pas ce qu'on va gagner une semaine par rapport à l'autre, mais on sait que si on est très bon, on gagnera plus que ce qu'il y a sur le contrat. On ne déclare rien. Les droits d'image ne sont pas déclarés. La vente des t-shirts avec à l'effigie de Maradona, tout ça, c'est de l'industrie noire. Et lui perçoit un pourcentage, mais pour se percevoir un pourcentage, il faut passer par les parrains. Et Guillermo Coppola va devenir l'homme lige. En fait, Guillermo Coppola il est beaucoup plus vieux que Maradona, il a 12 ans de plus, il est né en 48, à Buenos Aires, lui aussi dans un milieu très populaire. Barrio Constitución, c'est vraiment une zone presque aussi dangereuse que Bichaffiolito. C'est autour de la gare Constitución, la gare centrale, la plus grande gare d'Argentine, la grande gare de Buenos Aires. Et Guillermo Coppola, pendant des années, a en fait été l'agent des joueurs qui quittaient le championnat d'Argentine pour aller en Italie. Il a noué des liens avec à peu près tout le monde. Les journalistes sportifs, le showbiz, les hommes d'affaires. Il se trouve que dans certaines parties de l'Italie, les hommes d'affaires sont parfois... il n'y a pas de connexion avec la mafia, c'est la mafia. Et Guillermo Coppola, il fonctionne là-dedans, mais il fonctionne tellement bien là-dedans, il ne faudrait pas présenter Maradona non plus comme une victime des circonstances. Il va exiger, mais il vaut 86, il vaut quand même, après la Coupe du Monde, il vaut nettement plus que 9 millions de dollars. Il est impayable. Il va exiger de Coppola que ce dernier devienne son agent exclusif. Et Coppola va accepter. Et le drame, c'est je crois qu'ils ont perdu complètement le sens de la mesure. On n'a plus rien déclaré réellement comme revenu extrasportif. Et c'est donc tout le merchandising, les maillots, les publicités, ils sont allés très loin.
Et c'est ça qui va amener à un moment donné le fisc à rejoindre Maradona. Dans des conditions, mais on en reparlera, on est qu'en 1986, ça sera la Coupe du Monde 1990. Mais 86 est sans doute la grande année de Maradona, effectivement, au niveau mondial. Là, il crève l'écran. Ouais. J'ai deux, trois images à ce niveau-là. Il y a évidemment les deux buts contre l'Angleterre que je vais vous montrer. Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking. Alors là, c'est la fameuse main de Dieu. Hein. Oui. Oui, je pense que si le VAR avait existé à l'époque, Maradona était éjecté du terrain. Oui. Non, il y a de ça aussi. Puis il y a le deuxième but, là, c'est... Il parle de sa partie de terrain. Oui, bien sûr. Ça, c'était le jeu de Maradona. Maradona était un monstre physique. Hein. Il était petit, mais il était très résistant. Et il pouvait partir, il pouvait dézoner. Mais ça, c'est typiquement le jeu d'enganche. À l'époque, c'est très révolutionnaire. Ça se jouait beaucoup en Argentine. Le meneur de jeu va où il veut. Et il se sert comme il veut. Il faut lui servir de relais. Et cette philosophie a été développée en réalité par le River Plate dans les années 50 et a été portée à son summum fonctionnel par les Estudiantes La Plata et le Boca Juniors. L'idée, c'est qu'il y a 10 brutes sur le terrain et une danseuse, un artiste. Alors, une petite touche masochiste hein, pour nous les Belges. C'est le deuxième. On est en demi-finale contre la Belgique. Et quand il va passer en vue toute la défense, c'est extraordinaire, hein, cette touche de balle. Parce on a pu voir de très beaux joueurs par la suite, hein, qui souvent misaient sur la vitesse, la puissance. Maradona, c'est le toucher de balle. Physiquement, c'était quand même... Il était un peu petit, rablé, avait un problème de surpoids. C'était pas forcément un athlète. Mais c'était d'abord une touche de balle. C'est vraiment le jeu argentin. C'est ce qu'on appelle la gambetta. Là-bas, c'est un jeu vraiment basé sur... C'est assez tactique. Il faut comprendre de par la position du corps du joueur adverse, là où il va aller, anticiper. Et c'est comme ça qu'on dribble. Et on peut... Évidemment, le but est d'enchaîner 4-5 grands dribbles comme ça. Et le match se débloque sur ce type d'exploit. Oui, ça, c'est Maradona. Oui, c'est tout un symbole. On se posait la question en marge de cet événement quand on l'a préparé, mais on en parlera par la suite. Pourquoi Maradona est devenu cette figure populaire? Il y a un élément de réponse, mais on verra ça à la fin. Mais donc 86, oui, très grande année de Maradona. Et quand on voit cette image et la précédente, hein, celle-ci aussi, ce serait impensable à notre époque d'avoir des stars comme ça entourées de gens à même le terrain. Hein. Aujourd'hui, c'est fini, oui, c'est clair. Il y a une starisation. Alors, je pense quand même que ça aurait déjà été difficile à l'époque. Hein. En 86, on aurait eu du mal à imaginer Platini jouant à la Juventus être dans ce rapport de communion avec le public. On est vraiment à Naples. Et il est porté en triomphe, mais on est au Mexique. Et au Mexique, là, oui, il y avait encore cette proximité. Mais déjà, dès le milieu des années 80, il y avait une très forte marchandisation et professionnalisation du football qui rendait le contact entre les joueurs et le public, entre les supporters et les stars de l'équipe, plus difficile. Mais à Naples, on était dans autre chose. Oui, à la limite, j'ai presque envie de dire que Naples, pour le coup, ça fait plus mexicain qu'Italie. De ce point de vue-là, il y avait vraiment cette proximité qui était liée en fait au fait de représenter plus qu'une équipe de football. On représente un peuple, on représente une idée, on représente une idée que ce peuple se fait de lui-même, de ses luttes, de ses souffrances. Et tout ce vocable émotionnel pour un joueur du Boca qui est né en Argentine, cette idiosyncrasie napolitaine, ça fonctionne très très bien, ça lui parle. Au Boca, je veux dire, ce contact avec les supporters, 4 ans auparavant, il ne l'avait pas. Au Barça, c'était déjà beaucoup plus compliqué. En 87,
c'est la victoire en championnat d'Italie contre la Juventus de Platini, justement, aussi déjà tout un symbole. Oui, bien sûr. Tant les joueurs sont antagonistes. Et c'est aussi l'année de la première rencontre avec Castro. Exactement. Alors, oui, la rencontre avec Castro, en réalité, Maradona fantasme depuis des années s'intéresse à la révolution cubaine, s'intéresse à la fraternité latino-américaine, et étant péroniste, il sait ce qu'a représenté le plan Condor pour la région, cette déstabilisation qui a commencé au Chili, puis s'est déplacée en Argentine, l'Uruguay, le Brésil, toute cette déstabilisation des grands pays d'Amérique du Sud. Et donc la figure de Castro est celle de l'opposition à ce pouvoir américain, cette manière d'incarner la doctrine de Monroe. Et Castro représente une figure de résistance face à la tutelle nord-américaine qui était très forte à l'époque, davantage qu'aujourd'hui. Et puis il y a aussi le côté, avec Castro, jamais perdre de vue que Maradona est terriblement argentin. Donc Castro, c'est le compagnon d'un grand argentin, Che Guevara. Donc quelque part, ils se sont chez lui aussi. En réalité, tout ce qui parlera à Maradona dans sa vie sera ce qu'il évoquera l'Argentine. Donc, contrairement à beaucoup de joueurs argentins qui sont à peu près qui sont 10 mois par an à l'extérieur, qui ont résidé très longtemps, Maradona est rentré tout de suite. Il n'avait pas de place ailleurs. Bon, il est vrai qu'il avait le fisc Outu, il avait des histoires de stupéfiants, mais il aurait très bien pu se retirer sur les berges très accueillantes de l'Uruguay, face à l'océan Atlantique. Non, il fallait qu'il vive à Buenos Aires. Donc, mais oui, c'est la première rencontre avec Castro. Castro était... Mais Castro, en 1987, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel parce que on parle par exemple aujourd'hui d'annulation de la dette. C'est devenu un thème un peu courant et un peu touchy, parfois. Mais il ne faut jamais oublier qu'en 1981, le premier congrès de dénonciation de la dette extérieure des pays d'Amérique latine, elle se tient à La Havane et c'est une réunion des journalistes progressistes latino-américains. Tous ne sont pas communistes et donc, par contre, les Argentins qui s'y rendent sont souvent des exilés en Europe qui vont à La Havane, qui rentrent en Espagne ou en Italie, mais ils sont péronistes la plupart du temps. Et le prestige de Castro va être immense à partir de cette grande conférence, parce qu'en réalité, tous les maux dont l'Argentine va souffrir à partir de la chute de la dictature en 83, sont liés à son endettement extérieur colossal, irremboursable. D'où hyperinflation, parce qu'on fait jouer la planche à billets, des mécanismes classiques en Amérique latine, pas si fréquents non plus. Il n'y a pas de l'hyperinflation tous les ans dans tous les pays d'Amérique latine, mais c'est un processus qui s'est déjà vérifié là-bas. Donc Castro a une aura énorme. Et Castro sait aussi qu'en rencontrant Maradona, il rencontre une forme de figure de l'anti-impérialisme dans le domaine sportif. Parce qu'il faut bien se rappeler, ce match face à l'Argentine, face à l'Angleterre. Alors tiens, pour te faire rire, j'avais 11 ans à l'époque, je ne m'imaginais pas que je voyagerais en Argentine et que je connaîtrais ce peuple, ni même que je parlerais l'espagnol. Les groupes que j'aimais bien étaient tous anglais, donc j'étais plutôt sympathisant de l'Angleterre. Et je me rappelle de ce match, c'est le but qui était immanquable à 3-4 minutes de la fin de Gary Lineker. Donc, mais, juste pour passer cette anecdote, 4 ans après la guerre des Malouines, ce que propose Maradona comme spectacle, c'est un truc énorme. Bon, il triche, il met un but de la main. Oui, là, bien sûr, il est arrivé de tricher, comme tous les professionnels, sans se faire prendre. Les grands professionnels se font rarement prendre. Mais il appelle ça la main de Dieu, l'idée d'une justice. Alors, et puis, le deuxième but, c'est un pur chef-d'œuvre. Donc, on ne pourra pas dire qu'il a gagné en trichant. Il a été génial. Non, mais il y a toute cette figure. Alors, la relation entre l'Angleterre et l'Argentine, on parle beaucoup des Malouines,
C'est important puisque les Malvines font toujours partie des 17 territoires non autonomes et en clair mal décolonisés reconnus par l'ONU. Et à l'époque, humilier l'Angleterre comme ça va parler à toute l'Amérique latine quand on connaît la relation de dépendance et d'exploitation des ressources naturelles au XIXe siècle de l'Argentine par l'Angleterre. Je rappelle simplement la lecture ce soir de Lénine, l'impérialisme stade suprême du capitalisme. Lénine caractérise l'Argentine comme semi-colonie anglaise. Donc Castro sait à quel symbole il s'adresse et toute l'Amérique latine connaît en arrière-fond mémoriel cette histoire des relations économiques entre l'Empire britannique et l'Argentine. Voilà. Tout ceci nous mène donc à l'année 88, à la Coupe de l'UEFA 88-89. 88-89, 90, c'est le gain du Scudetto et de Super Coupe d'Italie. Oui, ça, c'est une très belle année. Une très belle année qui va laisser Maradona complètement claqué. Ouais. Avec en plus à l'époque bien le fait que l'usage de la cocaïne s'est répandu dans toute l'équipe d'Argentine. Caniggia, Ruggeri, Batista, Balbo, ils en prennent tous. Oui, et en 91, c'est le contrôle positif avec suspension de 15 mois oui. Et condamnation à 14 mois de prison avec sursis. Oui, ça, les 14 mois de prison avec sursis. J'ai toujours pensé que la prison pour un toxicomane n'avait pas de sens. C'est plus un malade qu'un criminel. Mais c'est vrai qu'il y a ce contrôle positif. Et Maradona, est-ce qu'il savait que c'est vrai que, à mon avis, il y a eu quelques contrôles positifs auparavant sur lesquels on a plutôt été discret. Mais là, après ce qu'il a fait à l'Italie en demi-finale de la Coupe 1990, la Coupe du Monde 1990, il est l'homme à abattre. Et on ne va pas se gêner, on va l'abattre. Et c'est à ce moment-là que le fisc italien découvre, ou surprise, qu'il y a des sommes noires dans le football italien. C'était une grande nouveauté. Personne ne le savait auparavant. Et ça va tomber sur Maradona. Et donc après ça, c'est le départ à Séville. Si tu veux qu'on accélère un peu. Et puis c'est le retour en Argentine. Un retour qui est quand même où Maradona n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un homme qui a beaucoup grossi, dont le cœur est usé et qui a développé en plus de la cocaïnomanie, l'alcoolie, penchant réel pour l'alcoolisme. Donc c'est quelqu'un de très diminué physiquement. C'est la fin d'une carrière, elle est assez triste, et puis le dénouement va être la Coupe du Monde 1994, où là, il y a le contrôle antidopage, il se fait prendre à l'éphédrine. Oui, juste avant, peut-être remontrer ce fameux but contre la Grèce avec ce regard, ses yeux exorbités. Exorbité. Fameuse combinaison quand même, et fameux but. Bon, ça, je pense que ça ne doit rien à l'éphédrine. Hein. Non, mais le regard, là, on peut avoir des doutes. Hein. L'éphédrine ne rend pas spécialement agressif. Là, à mon avis, on était déjà dans quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'il avait trouvé des produits masquants pour la cocaïne? Je sais qu'en 86, il semblerait qu'ils aient beaucoup utilisé du chimique chez les Argentins. Ils n'étaient pas les seuls dans le football professionnel. Mais il y avait des produits masquants. Se fournir en cocaïne en 86 au Mexique n'avait vraiment rien de très compliqué non plus. Donc, mais c'est vrai que c'est une très belle combinaison. Et ça tout ne repose pas sur Maradona. Il y a un vrai travail, et c'est ce travail de jeu en une passe, avec des dribbles courts. C'est typiquement argentin, c'est une école de football. C'est le seul domaine dans lequel l'Argentine est une grande puissance. Donc les gens prennent ça très au sérieux. Donc, tu as évoqué une fin de carrière sportive, fin de carrière de joueur en tout cas. Juste avant, il tente quand même il crée le premier syndicat des joueurs avec deux autres forts en gueule qui sont Cantona et Roustan. Donc là, pour entrer presque en guerre ouverte avec la FIFA à l'époque. Oui. Alors la FIFA, l'entrée en guerre, elle se fait effectivement sur fond de tiens, c'est une belle question. Il y en a un qui est devenu une légende et l'autre un peu moins. À quoi c'est dû? J'ai la réponse. On en parlera tantôt. Mais donc, cette tentative de club, en fait, représente une tentative de revanche sur la FIFA après ce contrôle à l'éphédrine qui était assez inopiné. Les images sont très claires sur le match, j'ai vu. Mais
C'est aussi, d'un point de vue politique, puisque j'avais dit qu'on ne ferait pas que du sportif ou de la page people, en fait, il va tenter de proposer aux joueurs de très haut niveau face à la FIFA ce que Socrates, qui était un joueur de gauche brésilien, avait tenté, un grand international, il y a un grand milieu de terrain, Socrates, avait tenté de mettre en œuvre dans son club de Sao Paulo le Corinthians. C'est cette idée que les joueurs doivent participer à la programmation des événements, qu'ils doivent, en ce qui concerne la FIFA, toucher davantage de bénéfices de ce qu'est la Coupe du Monde. Et je dois dire qu'il y a une grande actualité à ces propositions de Maradona. Quand je vois qu'aujourd'hui, tous les grands clubs européens veulent faire cette Super League sur le modèle NFL, c'est-à-dire en fait des franchises liées à des villes. Et avec la FIFA qui peut menacer des joueurs d'être exclus de la Coupe du Monde, alors que la Coupe du Monde rapporte finalement peu d'argent dans la carrière d'un joueur par rapport au fait faire partie de l'effectif régulier du Real Madrid ou de Manchester United. Donc Maradona avait visé juste à l'époque, mais là encore, bon, il a été peu suivi finalement. Le sport de très haut niveau, c'est un paradoxe du football, c'est un sport profondément collectif. On ne peut pas imaginer Maradona qui fait le résultat tout seul. Le football est un sport collectif. Mais en même temps, il est peuplé de mercenaires individualistes qui pensent chacun à leurs intérêts. Et je ne suis pas sûr que peut-être choisi Cantona à l'époque comme partenaire crédibilisait la démarche de la FIFA et de l'UEFA. C'était peut-être un peu trop rebelle comme configuration. Donc, ici, on entre dans les années 2000, après la fin de sa carrière de joueur. Donc, ce sont des années plus politiques. Et entre deux crises cardiaques et des cures de désintoxication à Cuba, il apporte son soutien aux présidentes argentines, Nestor et Cristina Kirchner. Donc là, on voit son attachement au péronisme, mais qui est, tu l'as évoqué tout à l'heure, peut-être relativisé par son soutien qu'il avait témoigné aussi à Carlos Menem, qui n'était pas vraiment de cette famille. Comment tu peux expliquer cette contradiction? Parce que je pense que seul un occidental y verrait une contradiction. En fait, Carlos Menem prend le pouvoir en 89. Qu'est-ce qui se passe en Argentine en 89? Un des événements. Ah, Cristina. Je l'ai bien connue. Mais en 89, Cristina Kirchner, c'est vraiment un personnage aussi. Mais en 89, l'Argentine est sous hyperinflation. Or, s'il y a bien une catégorie sociale qui souffre de ce déchaînement de l'inflation, ce sont les travailleurs qui ne bénéficient pas de ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires, l'indexation. Donc, les gens du bidonville, on commence à y crever de faim. Et moi, pour en avoir discuté, c'était au Palais d'Egmont avec deux économistes argentins, dont l'un vit à Paris, voilà, et l'un avait été ministre dans les années 70. En fait, il aurait fallu avoir la politique de Menem, de privatisation sur certains secteurs qui étaient vraiment délabrés. L'Argentine, en matière de télécommunications en 1989, c'était vraiment passé. Vraiment, il y avait vraiment de soucis. Et progressivement, et avoir un ancrage fort par rapport au dollar pour faire baisser l'inflation. C'était une bonne solution. Simplement, il fallait l'appliquer pendant 2 ans. Et cette politique qu'on appelle caisse d'émission monétaire, on avait ancré radicalement le peso au dollar. Un peso valait $1, a duré trop longtemps et a complètement délabré l'économie argentine. Mais Menem, au départ, vient sur un programme qui répond à des aspirations populaires. Évidemment, les privatisations vont donner lieu dans un pays fragile comme l'Argentine. Jamais oublier non plus qu'en 89, ça fait 6 ans seulement qu'il y a une démocratisation relative du pays. Puis, dans un pays institutionnellement aussi fragile, ça va vite donner lieu à une espèce d'immense foire de sous-table entre les firmes qui achètent des joyaux de la puissance publique. Mais le soutien à Menem n'est pas, contrairement à ce qu'on pense ici, motivé par le néolibéralisme ou parce qu'il n'aurait pas compris que c'était un néolibéral. Dans la tête des Argentins qui votent pour Menem à l'époque. Et Menem gagne brillamment les élections en 89. Menem va faire cesser l'hyperinflation, qui est une calamité pour le milieu populaire. Et il va le faire. Mais il va trop bien le faire. Et il va trop y trouver son intérêt. Mais ça, personne ne pouvait le savoir en 89. Il faut vraiment contextualiser les choses, sinon on est dans l'ethnocentrisme avec ce milieu
d'Européens qui jugent toujours tout à la place des autres. C'est bien pour ça que je pose la question. Je t'en prie, mais je t'en remercie. Merci pour ta réponse. En 2005, on voit Maradona participer au Sommet des Peuples, un rassemblement altermondialiste en Argentine, aux côtés de Hugo Chavez et d'Evo Morales. Et cette occasion, il exprime une vive opposition au président américain George W. Bush. L'anti-impérialisme, c'est une évidence pour lui? L'altermondialisme. L'anti-impérialisme, pardon. Ah pardon, excuse-moi, j'avais compris l'altermondialisme. L'anti-impérialisme, bah oui, dès 87. Quand on rencontre Fidel Castro et qu'on est latino-américain en 1987, ça a un contenu très clair de ce point de vue-là. Il se trouve qu'en 2005, toujours pour contextualiser les choses, et parce qu'une description sociologique sans approche économique, c'est juste des paroles en l'air, ce que propose George Bush à l'époque, c'est l'ALCA. C'est cette espèce d'immense marché dérégulé entre les États-Unis et l'Amérique du Nord, l'ALENA, et le reste de l'Amérique latine. Et il s'y oppose parce que tous les syndicats s'y opposent en Amérique latine. Ils ne sont pas compétitifs face aux géants américains. Et très, très vite, ils vont des ressources naturelles locales, plutôt que d'être exploitées tant bien que mal par des entreprises nationales locales, même par du capitalisme privé national, bien, vont faire l'objet d'un accaparement par les multinationales américaines. Et ça risque, c'est pas vraiment une voie pour un développement industriel durable. Voilà, Maradona là-dessus, finalement, c'est pas un tournant dans sa vie. Il est anti-impérialiste, mais il rencontre Castro en 87. Il défend les intérêts de la classe ouvrière argentine. Ça tombe bien, il est né dedans. C'est pas... Mais il se trouve qu'à l'époque, en 2005, on a changé d'époque. L'Amérique latine, 10 ans auparavant, les Chicago Boys étaient partout. En 2005, plus personne ne peut les supporter. Donc, quelque part, Maradona se trouve face à un échiquier politique qui a complètement évolué, qui est devenu anti-néolibéral, qui est prêt à servir, pour lesquels il a plutôt de la sympathie, et qui est prêt à servir de sa notoriété. Et il faut quand même aussi, vous avez ajouté la petite dimension du personnage chez Maradona, ce retour en popularité lui permet aussi de gagner de l'argent, puisqu'il croule sous les dettes face au fisc italien. C'est pas... Je veux dire, Maradona était quelqu'un qui était complètement tricard début des années 2000 en Argentine dans les médias. À partir de 2005, il devient le joueur qu'il faut inviter dans les émissions les plus prestigieuses comme chroniqueur, et il est bien payé pour ça. Mais enfin, il n'y a pas de ce métier non plus. Mais donc, c'est un vrai tournant dans sa vie à cette époque. Parce que le continent a changé, et parce que l'Argentine a changé, et que le clivage droite-gauche, comme je le disais tout à l'heure, gagne en pertinence au sein du paysage politique argentin. Dans les dernières années de sa vie, on l'a vu multiplier les prises de position politiques, que ce soit le soutien au peuple palestinien, la dénonciation de la politique du président argentin Macri, le soutien à Lula contre Bolsonaro. Il a même été suspendu par la Fédération mexicaine de football. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il a entraîné les Dorados de Sinaloa, si je ne me trompe. Division 2, ouais. Division 2. Pour, je cite... Manque de neutralité. Non, c'est ça, manquement à la neutralité politique et religieuse, parce qu'il avait dédié la victoire de son équipe au président Maduro contre la tentative de coup d'État de Guaido. Et il avait par ailleurs, même dans la foulée, critiqué Donald Trump. Donc, je ne sais pas si déjà tu as un mot à dire à ça, là-dessus. C'est-à-dire que là, on est sur le Maradona de la fin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se sent plus spécialement d'obligation à l'égard, il ne s'en est jamais sorti beaucoup en réalité d'obligation, mais là, on ne fait même plus semblant d'avoir des obligations à l'égard de l'establishment et on s'exprime clairement et fermement. Et donc oui, non, son soutien non seulement à Nicolas Maduro, mais à Chavez, à Morales, au Frente Amplio en Uruguay, c'était quelqu'un qui était vraiment proche du Forum de Sao Paulo, donc de la gauche latino-américaine moderne. Une grande sympathie aussi pour... je me rappelle qu'en 2016, lors de la destitution de Dilma Rousseff, il s'était exprimé pour
décrire ce qui se produisait à ce moment-là au Brésil comme un coup d'État de type lawfare, où on se sert quelque part, on abuse du droit pour destituer un président légalement élu, tout à fait légitime, en l'occurrence une présidente. Donc oui, non, finalement, c'était beaucoup plus cohérent qu'il n'y paraît. Il y a quand même une contradiction qu'on peut peut-être noter, c'est cette double participation au match international de gala en commémoration de la marche verte au Maroc contre le peuple sahraoui. Ça m'a toujours gêné, cette histoire. Alors, j'ai téléphoné et on m'a donné des éléments d'explication. On doit présenter en réalité, des agents m'ont présenté cette participation et la marche verte comme un acte d'émancipation du Maroc à l'égard de la colonisation espagnole. Et donc, vraisemblablement, les agents qui l'ont parlé ne l'ont pas dit qu'en 1975, un avis avait été mis par la Cour dans le cadre des Nations Unies pour dire qu'en fait, le Sahara espagnol n'avait aucun lien avec ce qu'on appelait à l'époque le Sahara espagnol n'avait aucun lien avec le Maroc. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient eux-mêmes au courant. Et en réalité, on lui a vendu un événement, il a touché de l'argent, on a pris, les agents ont pris une commission et on a trouvé une justification. Et je ne suis pas sûr que Maradona était quelqu'un qui finalement connaissait. Il s'est beaucoup identifié à un moment donné aussi, les zones d'ombre, elles sont là, il ne faut pas les nier. Bon, c'est vrai qu'au Bélarus, il a été président d'un club. Maradona connaissait très mal ce qui sortait de l'ère latino-américaine. Ça, c'est une évidence. Et il a rarement été bien conseillé ou bien informé. Il est vrai qu'il se méfiait beaucoup des intellectuels aussi. Donc, il a toujours l'impression que ces gens, les intellectuels en Argentine, c'est quand même très mal payé. Les professeurs, les chercheurs, on allait lui gratter de l'argent, on en avait besoin. Mais voilà, ça fait partie de ces zones d'ombre, oui, ça c'est clair. C'est un homme qui sortit du contexte anti-impérialiste latino-américain, de la lutte anti-impérialiste latino-américaine, et bien finalement est assez, voilà, était peu informé, était peu au fait de ce qui se passait politiquement. Alors, à l'annonce de son décès, plusieurs voix dans les mouvements féministes se sont élevées pour dénoncer les comportements de Maradona envers la gente féminine. Donc, on pense notamment à cette footballeuse espagnole qui a refusé de lui rendre hommage en tournant le dos pendant la minute de silence. Je pense que j'ai une image d'ailleurs de ça. Voilà. Alors, on a parlé du recours à la prostitution. Il y a eu des coups portés à sa compagne, une accusation de harcèlement par une journaliste. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop, peut-être, à l'occasion de son décès, idéalisé le personnage en passant sous silence cet aspect de sa personnalité? Par-delà les fiches, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de monter un créneau au-dessus sur le plan politique. J'ai entendu, je me suis fâché avec des gens qui disaient qu'il y avait une maradonnelatrie de la gauche radicale. Je me souviens le jour du décès de Diego Maradona, j'étais un peu surpris de voir ça sur le compte Facebook de David Pestio du PTB, qui parlait bien des zones d'ombre, des contradictions de Maradona. Personne n'a jamais été dupe. L'homme avait ses zones d'ombre. Et elles en ont fait partie. Alors, sur la question de la relation aux femmes, Maradona montrait la relation pour la plupart des hommes du bidonville avec les femmes. Et il y a eu d'autres exemples, bien plus malheureux d'ailleurs, de sportifs argentins sortis du bidonville. Je pense à Carlos Monzon qui, à la fin des années 80, a défenestré sa femme à la suite d'une crise de jalousie complètement délirante. Mais ça a attiré l'attention là-dessus. Je crois qu'il faut aussi relativiser la cause des femmes en Argentine, spécialement dans les milieux populaires, progresse énormément. Je dis, cette nouvelle de libéralisation de l'IVG il y a peu de temps, les choses progressent. Donc le milieu populaire argentin est sans doute en train de vivre quelque chose, une mutation importante. Maradona est un homme qui est quand même né en 1960. Donc quand il a 18 ans, 18-19 ans, il y a une dictature en Argentine qui prône le retour aux valeurs travail, famille, patrie. Donc ça, il y a un rapport très clair avec le patriarcat. Mais l'Argentine d'aujourd'hui n'est plus celle-là. Et c'est une bonne chose. Il y a dans la foulée une première question du public que je vais paraphraser un petit peu.
Alors, je cite, Maradona, symbole du machisme et du fric facile, et moi j'ajoute qu'il ne paye pas ses impôts, qui lui permet de se payer des prostituées. J'ai lu ça et je ne sais pas trop quoi répondre. Donc je livre ça tel quel. Formulé comme ça, c'est quand même, enfin bon, il y aurait tout un effort d'analyse à faire de cette phrase et de la construction. Mais oui, Maradona était un joueur de football professionnel, donc il a vécu tout ce qui se vit dans ce milieu, ni plus ni moins que les autres. Mais donc, je trouve absurde de vouloir en faire un saint. Maradona, c'est à la fois la lutte anti-impérialiste et à la fois les années foot, fric en Italie, la Serie A dans les années 80 et le machisme, qui était un comportement assez répandu dans les milieux populaires et chez les sportifs issus des milieux populaires en Amérique latine à l'époque. Y compris des gens qui étaient engagés dans une gauche que l'on trouverait aujourd'hui extrêmement pure idéologiquement. Socrate était loin d'être un enfant de cœur en la matière. C'est un très bon joueur, Socrate. Il faut peut-être qu'on fasse une émission sur Socrate. Voilà, je pense qu'il ne faut jamais idéaliser ou diaboliser. Maradona est un homme avec ses contradictions comme tout homme. Et ça en fait partie. D'accord. Il faut rester factuel et objectif. C'était le but de la soirée. Et je tiens à dire que la gauche radicale, celle que je connais, ne s'est jamais confondue en Maradona. C'est très clair. Ok, alors c'est le moment de voir s'il y a des questions du public. Je vérifie, je pose la question à la régie et je vérifie moi-même en ligne. Top, top. Alors manifestement, ou bien on a été très clair, ou bien personne. Non, si il y avait un peu de monde, mais la seule question qui a été posée. Sur la guerre de la Triple Alliance, me semble-t-il. Écoute, oui, tu comprendras mieux la question que moi, j'imagine. Oui. En fait, la guerre de la Triple Alliance est déclenchée au XIXe siècle. On est aux alentours, 1830, 1840, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus de la date. Mais donc, à l'époque, les intérêts anglais opèrent une pénétration en Amérique latine et ils vont coaliser 3 pays, l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil, contre le Paraguay. Le Paraguay était une économie tout à fait intéressante à l'époque. D'abord, c'est le premier pays d'Amérique latine qui développe le chemin de fer. Donc voilà, on pourrait penser que ça s'est fait en Argentine ou au Brésil, les grands pays, non, c'était là-bas. Alors, il y avait tout un modèle d'exploitation, de gain de productivité dans l'agriculture, réinvesti dans l'industrie, par le biais de propriété, un modèle de propriété qui était en fait une espèce de coopérative entre paysans. Donc, c'était un modèle où la terre appartenait aux paysans. Fait unique dans toute l'Amérique latine à l'époque, où le modèle d'exploitation agricole, c'est la grande hacienda, la grande propriété terrienne. Évidemment, ces petites propriétés, elles génèrent les mêmes effets que partout ailleurs. Pour produire et être rentable, il faut avoir des gros rendements. Quand on a des gros rendements, on peut transférer des gains de productivité dans le secteur secondaire. Et donc, c'était un pays qui était à l'époque sur la voie de l'industrialisation. C'était un modèle qui, évidemment, ne reposait pas sur la dépendance à l'égard des capitaux étrangers. Et donc, ça gênait profondément la pénétration de l'Empire britannique, qui a organisé une guerre de la Triple Alliance contre le Paraguay. Donc, les 3 pays que j'ai nommés, Uruguay, Argentine et Brésil. Et ça a eu des conséquences totalement déstructurantes sur la société paraguayenne. Ça a été une véritable boucherie. Et donc, il restait, je crois que c'était un homme pour 7 femmes. Donc, on avait été très, très loin dans les massacres. Donc, on a vraiment ruiné un modèle de développement alternatif. Donc, oui, la pénétration des intérêts anglais était là, oui, elle était tout à fait latente. Et elle s'est surtout manifestée dans le cas de l'Argentine, parce que ce sont les Anglais qui vont développer le chemin de fer par lequel on pouvait conduire le bétail jusqu'à Buenos Aires, l'abattre, banlieue de Buenos Aires, l'abattre, le conserver dans des frigorifiques
et ensuite, via le port de Buenos Aires, l'exporter vers le continent, enfin, vers l'Europe. Et alors, la présence anglaise est une présence de type semi-colonie. Début du XXe siècle, tout le monde fantasme sur le fait que l'Argentine va devenir comme l'Australie ou le Canada, un pays développé. C'est un pays promis à un bel avenir parce qu'il y a des capitaux anglais. Mais à la différence du Canada et de l'Australie, les Anglais ne développent pas d'industrie. Ils exploitent les ressources naturelles. Voilà. C'est donc un tout autre mode de valorisation. Mais c'est intéressant. Il faudrait que je me souvienne de la date de la guerre de la Triple Alliance. Ça reviendra pour tout à l'heure. Mais là, j'ai zappé la date. On ne t'en voudra pas. On a une autre question du public. Pelé, Maradona, un vrai antagonisme? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, il y a un antagonisme évident. Je veux dire, Maradona, c'est le fils du bidonville qui vote pour les péronistes, qui se rapproche de Castro, qui a une fascination pour les anti-impérialistes. Et Pelé est le bon noir qui vote pour Bolsonaro. Et un homme d'institution aussi, hein. Ah, vraisemblablement, oui, ce sont des hommes de générations différentes aussi. L'Argentine dans laquelle naît et grandit Maradona, c'est une Argentine profondément contestatrice. À l'époque, Perón est en exil, quelle est l'organisation politique qui fédère et mobilise la jeunesse? C'est les péronistes d'extrême gauche, les Montoneros. Pelé est né dans un tout autre contexte, au Brésil, à une autre génération. Et donc, c'est un homme plus conservateur. Mais en tout cas, en termes de soutien à des initiatives progressistes, même au Brésil, on ne peut pas trop compter sur Pelé. Ça, c'est très clair. C'est un homme. Je ne sais même pas si Pelé n'est pas devenu évangélique avec le temps. Je l'ignore. Maradona n'était pas en. Il aimait bien le pape. Et ça, c'est très argentin. C'est parce que le pape était argentin, déjà, il y a un peu de nationalisme. Et puis parce que c'était quand. Ce pape-ci est quand même nettement plus progressiste que ce qu'on a connu. C'était pas difficile au cours des 40 dernières années, mais il a toujours manifesté un souci, enfin, à travers ce qu'on appelle la théologie populaire, un souci d'une meilleure régulation. C'est pas un révolutionnaire, mais une meilleure régulation du capitalisme. Donc il y a un réel antagonisme. Mais cet antagonisme-là, je le retrouve aussi entre Pelé et Socrates. Hein. Je veux dire, Pelé est un homme de droite. Mais comme la plupart des footballeurs, hein, on se sort du milieu populaire, on atteint un certain niveau socio-économique, et puis on oublie un peu là d'où on est venu. Je veux dire, je pense pas que Platini ait beaucoup retourné ces dernières années dans la banlieue ouvrière de Nancy, Jeuf, où il a grandi. Je crois pas. Donc Maradona est plutôt un cas exceptionnel. Hein. Être resté fidèle à ses racines, c'est assez rare dans ce milieu. Bien. Je vérifie. Ah voilà, alors nous avons l'info en direct et je remercie Marcos. Guerre de la Triple Alliance, 1865-1870. Voilà. J'étais plus loin, j'étais pas loin, j'étais du côté de 1860. Je la cherchais. Et c'est vrai que ça correspond bien à l'époque où on commence à avoir une grande pénétration britannique dans la région, qui, et c'était c'était un peu le thème de la soirée, va se marquer par la construction des chemins de fer et la diffusion du football. Voilà. Et en Argentine, je tiens à le préciser, quand même, le football est un sport de classe, contrairement au Brésil et à l'Uruguay. On peut croiser des Uruguayens, des Brésiliens qui ont une très bonne situation socio-économique qui s'intéressent au football. En Argentine, dans certains milieux, c'est plutôt dans les milieux de la haute société, on sera quand même au moins autant rugby et ou polo que football. Donc c'est vraiment, voilà. Et c'est un fait intéressant, c'est que en Argentine, le football a été diffusé non pas par des institutions scolaires, mais par les ouvriers du chemin de fer. Donc il y avait déjà, même dans la transmission, il y a un fait de classe. Et c'est assez paradoxal, c'est assez différent d'autres pays. Voilà, mais c'est bien. Marcos, je ne sais pas qui est ce monsieur Marcos, mais voilà, je vous on le connaît bien, c'est un ami. Et alors, la guerre de la Triple Alliance a été identifiée, mais on passera les coordonnées de Marcos, c'est intéressant de discuter avec lui, comme le fait fondateur de la prédation économique contre l'Amérique latine, pas dans le célèbre ouvrage que je te recommande quand même, d'Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Venas abiertas de l'Amérique latine, mais c'est traduit en français. Moi, je te le conseille parce que c'est vrai, c'est un fait historique tout à fait central. Je me demande même comment j'y ai pas pensé.
Voilà, à mon avis, on était trop foot ce soir. Oui. Alors peut-être le mot de la fin, si on devait résumer un peu la soirée, pourquoi Madonna et pas un autre finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il est, enfin, voilà, qu'il est devenu ce qu'il est devenu, ces figures populaires, anti-impérialistes? Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments, hein. On peut se poser la question. Bon, il n'y a pas que la politique, il y a l'attitude rebelle. Paul Breitner aurait pu être ce sportif, hein. Je rappelle quand même que Paul Breitner, quand il jouait, il gagne la Coupe du Monde en 74, il gagne 3 Coupes d'Europe des clubs champions avec le Bayern. Il est maoïste. Et comble d'originalité, il se rend en 2 chevaux aux séances d'entraînement du Bayern, avec le petit livre rouge sous le bras. Mais Paul Breitner est un type assez calme dans la vie. Il n'y a pas de frasques, pas plus que d'autres, et s'il y en a eu, elles ont été discrètes. C'était pas trop son truc, se mettre en avant de cette façon-là. Donc, il manque le comportement rebelle. Pourquoi pas Cantona? Cantona a souvent marqué de la sympathie pour les gens de gauche en France. Il est proche de Guédiguian, des milieux populaires marseillais. L'attitude rebelle est très claire. Il manque la grande consécration, la Coupe du Monde. Il l'a jamais gagnée. Alors, ça pouvait être Socrates. Socrates était de gauche, mais Socrates ne venait pas vraiment du milieu populaire. Il a fait des études de médecine. Son père était un autodidacte. Un milieu très modeste. Mais quand Socrates naît dans son milieu, son père lit le grec classique, il l'a appris par lui-même. Il vient pas vraiment du milieu populaire et il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Maradona, c'est la rencontre d'un palmarès, d'une attitude et d'une idéologie politique. Et il y a peu de monde dans le football moderne depuis les années 70 qui a présenté un tel profil. Ça aurait pu éventuellement être Georgie Best, c'était un rebelle. On ne sait pas vraiment si Georgie Best était de gauche, il était surtout très alcoolique, et il pouvait pas gagner la Coupe du Monde. Il était de l'équipe d'Irlande du Nord. Il était le seul vrai joueur de talent de cette équipe. Donc c'était pas possible. Maradona, il y a eu cette rencontre des planètes. Et puis, il y a aussi le lieu où il a grandi, où il s'est exprimé, l'Amérique latine, qui est un continent de lutte anti-impérialiste. Ça aurait été plus difficile s'il avait été islandais, ça c'est évident. En parlant de George Best, je ne me prive pas de citer cette citation, hein. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. Oui, mais voilà qui va te faire mal voir d'une certaine partie de la gauche. Moi, j'adore ce genre de citation. Moi, je peux me le permettre. Moi, je suis déjà cramé. Mais toi, tu ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas accepter ça. Je ne sais que la citer, hein. Non, oui, enfin voilà. Donc, il y a cette attitude-là, oui. Alors, je crois qu'il faut aussi voir quelque chose de beaucoup plus profond que le vilain qui a du fric et qui va le claquer. Non. Il y a un habitus social. Ces gens gagnent énormément d'argent, viennent de milieux très populaires dans lesquels l'argent est fait pour être dépensé. Il y a une anecdote terrible. Maradona commence à gagner de l'argent comme junior à l'Argentinos Juniors. Il joue de temps en temps un peu comme réserve, etc. Il a 15 ans, on lui paie un appartement pour qu'il soit le plus près possible du stade. Là où se trouve l'Argentinos, la paternale, c'est très très loin de la zone sud. C'est des heures de bus. Personne ne doit plus chez les Maradona. Et sa première paie, c'est pas lui qui la touche, il est mineur, c'est son père. Est-ce qu'on lance un business dans la famille Maradona? Est-ce qu'on met de l'argent de côté? Non. On est dans le bidonville et on achète le plus grand téléviseur couleur Panasonic de l'époque. Donc, il y a un rapport à l'argent qui est celui des milieux hyper populaires où l'argent est fait pour être dépensé. Mais maintenant, est-ce que c'est mieux de dépenser son argent ou de le placer en bourse et puis d'aider indirectement à former des bulles d'actifs spéculatifs qui peuvent plonger l'économie mondiale dans une dépression? Je sais pas, mais j'ai pas la vérité. Donc, Mais il y en a-t-il une? il y a sans doute moyen de faire autre chose, mais en tout cas, d'un point de vue sociologique, si on veut faire de la sociologie du sport, ces garçons viennent de milieux hyper populaires où l'argent est fait pour être dépensé, et quand ils en ont beaucoup, eh bien, au lieu d'acheter le plus grand téléviseur couleur Panasonic,
eh bien, on va s'en acheter 5 et puis on va acheter une Ferrari. Et ça fait partie. Ça fait partie. Un joueur professionnel sur 2 termine sa carrière et est ruiné dans les 5 ans après la fin de sa carrière. C'est un vrai drame. Alors, on a encore une toute petite question du public. Comparaison entre Messi et Maradona. Oh, 2 personnalités très, très différentes, avec des univers complètement différents. Ils viennent d'univers différents. Maradona, c'est le grand Buenos Aires, c'est la ville exubérante. J'avais toujours coutume d'expliquer ce qu'était Buenos Aires à des Belges en leur disant c'est New York façon tiers-monde. Donc c'est beaucoup plus dur encore que New York, c'est énorme, c'est exubérant, des endroits vraiment où on voit de l'hyperconsommation. Il vient de Rosario, donc c'est des gens plus tranquilles, c'est la campagne. Ensuite, Messi a été formé à un ethos de professionnel, le bon employé du mois, dès l'âge de 12 ans, au Barça. Barça à qui il doit tout. Il serait resté un nain. Le River Plate l'avait visionné, mais payer un traitement à un type alors qu'on en a qui ont la taille normale, non, franchement. Le Barça a vraiment misé sur sa technique. Donc il doit tout. Il a un réflexe d'identification très fort au Barça. Je ne sais pas si ça durera jusqu'à la fin de sa carrière, mais ça dure déjà depuis très longtemps. Maradona n'était pas dans ce rapport-là. Et puis, du point de vue de la formation en tant que joueur, Messi est d'abord avant tout un joueur qui a été formé en Espagne. Formé à cette école du devoir, de ces grands clubs espagnols, de ces 2 institutions qui sont le Real et le Barça. Maradona a été formé dans cette école du bordel absolu et du goût du chaos, mais d'un chaos créateur, qu'est le Boca Juniors. Et je dis ça sans sympathie exagérée. Et donc, c'est vraiment des personnalités très différentes. Et globalement, les Argentins n'appréciaient pas Messi. Il est froid, il est distant, il n'est pas communicatif, il n'est pas extraverti. Il a été formé ailleurs, il doit toute sa formation d'homme, de joueur, de professionnel, s'est faite à l'école espagnole, qui est une école de rigueur, de travail, de sacrifice, de répétition, de professionnalisme, d'obéissance à un entraîneur, de conformation à un schéma technique. Maradona, c'est l'improvisation. D'où le côté chaos créatif du Boca. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a 10 bruts sur le terrain, et puis il y a un type qui va faire le tour du terrain, parce que pour lui, le ballon est là. C'est très différent. Mais Messi parle peu aux Argentins, en réalité. Et à mon avis, en plus, sur le plan politique, Messi ne s'est jamais occupé de politique, ça ne l'intéresse pas, il n'a pas vraiment grandi en Argentine, il est parti très tôt. Et puis aussi, il est en train de racheter la moitié de la province de Santa Fe. Donc, il deviendra un très grand propriétaire terrien. Je pense que Messi aura plus un destin sociopolitique à la Pelé qu'à la Maradona. Ça me semble très clair. Bien, bah, cette fois-ci, je crois que ce sera vraiment le mot de la fin. Je vais finir une dernière fois le chat, mais voilà. Bon, bah, je suppose qu'on a été précis et exhaustif. Bah, en tout cas, je te remercie, Xavier. C'est moi qui te remercie. Et je remercie le public de nous avoir suivis. Je remercie aussi Maxime pour le traitement des questions en backup. Merci Maxime. Merci Maxime. Et bah voilà, à tous et à tous, une très bonne soirée. Merci.